Bienvenue. Ces dernières années, si on s'intéresse un peu au monde du trading, il y a une expression qui est vraiment partout, les prop firms. Ah oui, on n'en voit que ça, les sociétés de financement. Exactement. Et il faut avouer que la promesse, sur le papier, elle est alléchante. On nous parle de financement quasi instantané, de challenge en une seule étape, Un partage des profits qui peut monter jusqu'à 90%, et même des paiements le jour même. Franchement, ça a tout de la voie royale pour trader avec un gros capital, même quand on n'a pas les moyens. c'est la promesse en tout cas. Sauf que voilà. Les sources qu'on a analysées pour aujourd'hui, elles avancent une analogie assez décapante, on va dire. Elles comparent les prop firms à des casinos nouvelle génération. Et les traders seraient les joueurs, j'imagine? C'est ça, du coup la question devient assez directe, hein. Est-ce que c'est un vrai raccourci vers le succès ou est-ce qu'on est face à un piège marketing incroyablement bien ficelé? C'est exactement la question. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer. On va vraiment mettre les deux modèles face à face. D'un côté, ces propres firmes, qui ont poussé un peu comme des champignons, C'est le moins qu'on puisse dire. et de l'autre, le modèle des courtiers traditionnels, ceux qui sont réglementés, qui existent depuis des années. L'idée, c'est d'aller voir sous le capot, de comprendre les mécanismes cachés. Pour savoir lequel est vraiment dans l'intérêt d'un trader qui veut construire quelque chose de durable, de sérieux. C'est ça. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par le nerf de la guerre, le modèle économique. La thèse de notre source est, pour le moins, directe. Mhm. Elle affirme que le profit des prop firms ne vient pas, en fait, du succès des traders, mais des frais que des milliers de personnes payent juste pour tenter le challenge. On parle de tickets d'entrée de 50, 150, 500. Voire 1000 $. Oui. C'est là qu'est toute la subtilité du système. Ce qu'une propre firme vend, ce n'est pas vraiment un service de trading. C'est un rêve. Le rêve de gérer 100 000 dollars. Exactement. Gérer un gros compte. Mais les documents qu'on a sont très clairs. Dans la grande majorité des cas, tout se passe sur un compte de démonstration. Ah, donc l'argent n'est même pas réel. Le capital de la firme est rarement, voire jamais, réellement risqué sur le marché. Le vrai moteur financier de l'entreprise, c'est le flux constant des frais d'inscription, payés par l'immense majorité des participants qui, statistiquement, vont échouer. Le modèle est donc bâti sur l'échec. Sur un taux d'échec très élevé, oui. Donc si je résume, leur client idéal, ce n'est pas le trader de génie qu'ils vont financer, Non, mais plutôt celui qui paye, qui échoue et qui se dit « Allez, je repaye pour retenter ma chance c'est une façon très juste de le voir, malheureusement. Et si on compare ça au modèle d'un courtier réglementé, c'est le jour et la nuit. ». C'est-à-dire, Quand on dépose, disons, 1000 € chez un courtier, ces 1000 € sont notre capital. C'est notre argent réel, sur un compte réel. pas de test d'entrée, pas de frais d'évaluation. Rien de tout ça. On n'a pas à payer pour avoir le droit de risquer son propre argent. Le courtier, lui, il gagne sa vie sur le volume, via le spread ou les commissions. Il a donc tout intérêt à ce qu'on reste en jeu le plus longtemps possible. Il veut qu'on soit actif. Voilà. Son modèle n'est pas basé sur l'échec initial de son client, mais au contraire, sur sa longévité. D'accord, c'est limpide. Le modèle économique est donc basé sur l'échec. Mais alors, comment est-ce qu'il s'assure que tant de gens échouent? J'imagine que ça passe par les règles du challenge. On y vient. C'est le deuxième point crucial, les règles du jeu. Et ce n'est pas un jeu, c'est un véritable parcours d'obstacles. Ah oui, Les sources listent des conditions qui semblent parfois conçues pour être presque impossibles à respecter sur la durée. Par exemple, la limite de perte journalière. le daily drawdown. Exactement. Elle est souvent très faible, de l'ordre de 2 à 4%. C'est très peu. C'est minuscule. Ça veut dire que sur un compte de 100 000, une perte latente de 4 000, même si elle ne dure que quelques secondes à cause d'une mèche, ça peut entraîner une disqualification. Et la liste ayant, je vois ça, interdiction de trader pendant les grosses annonces économiques. Alors que c'est là qu'il y a le plus de volatilité et d'opportunités, oui. Des limites de temps très courtes, 30 ou 60 jours pour faire plus 8 ou plus 10%. C'est énorme. Parfois même 24 heures pour certains challenges express, c'est de la folie. Et puis, il y a des interdictions sur certaines stratégies. Attendez, la source mentionne le hedging ou la martingale. Pourquoi interdire ça? Ce sont des approches de trading comme les autres. C'est une excellente question. Ça paraît contre-intuitif si le but est de trouver de bons traders. Ça révèle toute la logique du système. Officiellement, la raison donnée, c'est la gestion du risque. Bien sûr. En réalité, des stratégies comme le hedging, c'est-à-dire couvrir sa position, ou la martingale, peuvent permettre de survivre plus facilement à des conditions de marché difficiles, voire d'exploiter les règles pour passer le challenge. D'accord, je vois.
En les interdisant, la firme ajoute une corde de plus à son arc pour disqualifier un trader. Chaque règle est un fil tendu sur lequel il ne faut pas trébucher. C'est un véritable champ de mine, en fait. C'est exactement ça. Et encore une fois, mettons ça en face d'un courtier réglementé. Oui. Le courtier, lui, il se fiche complètement de la stratégie qu'on utilise. Scalping, swing trading, hedging, trading de news, tout est permis. Tant qu'on a l'argent sur le compte pour couvrir la position. Voilà. Sa seule préoccupation, c'est la marge. La liberté stratégique est totale. On n'est pas jugé sur sa méthode, mais uniquement sur ses résultats. Cette pression constante, ça nous amène logiquement à l'impact psychologique de tout ça. Notamment cette fameuse limite de temps. Ah, la pression du temps. La source n'y va pas par 4 chemins. Elle dit que ce n'est plus du trading, mais une course de vitesse psychologique. En un mois, il faut faire plus 8% en évitant des dizaines de pièges. La patience, qui est normalement la vertu numéro 1 d'un trader, Devient un handicap. exactement, on ne peut plus se le permettre. On est poussé à prendre des risques qu'on ne prendrait jamais avec son propre argent. Et cette pression, c'est le contexte parfait pour analyser leurs promesses phares. Le fameux partage des profits à 90%. L'argument marketing massu. C'est celui qui attire tout le monde. C'est clair. 90% des profits sur un compte à 100 000 $, même avec des contraintes, ça reste une somme énorme. C'est ça qui fait rêver, non? Les sources nous invitent à dézoomer un peu. C'est-à-dire? Avant même de toucher le moindre euro de ces 90%, il y a eu les frais du challenge. Si on échoue, il y a potentiellement les frais pour recommencer, les resets. D'accord. Et même si on réussit, qu'on devient un trader financé, les témoignages rapportés sont édifiants. On parle de délais d'approbation pour les paiements qui peuvent durer des semaines. Ah oui, quand même. Et de nombreux cas de refus, pur et simple. Le prétexte? Une violation obscure d'une règle passée inaperçue. Avoir gardé une position ouverte 2 minutes de trop avant le week-end, par exemple. Le partage de 90% de zéro, ça reste zéro. C'est un bon résumé. Et le contraste est saisissant. Avec son propre compte chez un courtier, c'est simple, on garde 100% de ses gains, point. C'est ça. Les retraits ne sont pas soumis à l'approbation d'un comité qui va éplucher notre stratégie. C'est notre argent, on le retire quand on veut. On est le seul maître à bord. C'est toute la différence entre être un prestataire de services sous conditions très très restrictives et être un entrepreneur indépendant qui gère son propre capital. Tout à fait. Passons maintenant à un aspect que beaucoup de débutants négligent, un peu aveuglés par les promesses de biens. La sécurité. La stabilité. Un point essentiel. La liste dressée par nos sources fait un peu froid dans le dos. On y trouve des noms de prop firms très connus qui ont soit mis la clé sur la porte, soit été fermés par les régulateurs. Oui, il y a eu des cas spectaculaires. Je vois des noms comme Funding Talent, Smart Prop Trader et surtout MyForex Funds. Ça a fait un bruit monstre quand c'est tombé. C'était un géant, absolument. Un des plus gros acteurs du marché. Et pourquoi ils ont été fermés? Sa chute est très instructive. Les régulateurs américains et canadiens ne l'ont pas juste fermé pour un problème administratif. L'accusation était bien plus grave. Ils ont découvert que non seulement les trades étaient simulés, Ça, on s'en doutait un peu. mais que la firme utilisait des logiciels pour faire perdre activement ses clients, surtout les plus rentables. Par exemple, en créant du slippage artificiel contre eux. C'est de la triche pure et simple. C'est la preuve que le conflit d'intérêts n'est pas qu'une théorie. Dans ce cas, c'était le cœur du modèle d'affaires. L'industrie est jeune, instable et, pour l'essentiel, non réglementée. Donc si une firme disparaît, Les frais payés et les profits en attente de paiement s'évaporent avec elle. et en face, on a des courtiers qui existent depuis 10, 20 ans, Et qui sont soumis à des lois financières très strictes. Ils sont audités, contrôlés, et surtout, ils ont une obligation légale de ségrégation des fonds des clients. ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'argent des traders est sur des comptes bancaires séparés de ceux de l'entreprise. Si le courtier fait faillite, les fonds des clients sont, en principe, protégés. C'est une garantie de sécurité fondamentale. D'accord. Mais même si la firme est stable, la source parle d'un autre problème, plus technique, plus insidieux. La qualité d'exécution des ordres. Ah oui, c'est crucial. Elle dit que chez beaucoup de prop firms, tout est simulé. Qu'est-ce que ça implique pour un trader au quotidien? Ça change tout, surtout pour un trader actif. Simuler, ça signifie qu'on n'est pas sur le vrai marché. La plateforme peut utiliser des prix synthétiques, élargir les spreads à des moments clés. Comme pendant les annonces, j'imagine. Exactement. Et surtout, elle peut créer ce qu'on appelle du slippage artificiel. Attendez, slippage artificiel, ça veut dire quoi précisément? Imaginez que vous voyez une opportunité. Vous cliquez pour acheter un actif à 100. Dans un environnement simulé et contrôlé, la plateforme peut attendre une fraction de seconde, le temps que le prix monte à 100,1 et vous exécutez à ce prix-là.
On perd de l'argent dès l'entrée. Et à l'inverse, quand vous vendez, elle peut vous faire sortir à 99,9 au lieu de 100. Ça n'a l'air de rien, mais répéter des centaines de fois, c'est le système qui s'assure de grignoter systématiquement votre avantage. Ce n'est plus le marché qui est contre nous, c'est la plateforme elle-même. C'est tout à fait ça. Les courtiers sérieux, dits ECN, eux, vous connectent directement au marché interbancaire. L'exécution est réelle. On se bat avec le marché, pas avec son intermédiaire. C'est vertigineux. Tout ça nous amène à la question finale. Quelle voie choisir pour une croissance à long terme? Le grand dilemme. Les sources décrivent deux chemins qui ne pourraient pas être plus différents. D'un côté, avec un courtier, on dépose un petit capital, on trade prudemment, on apprend de ses erreurs, on fait grossir son compte grâce aux intérêts composés. Le compounding. Voilà. C'est peut-être plus lent, mais on construit un capital réel qui nous appartient. Un vrai patrimoine. Et de l'autre côté, la propre firme. Le chemin décrit ressemble plus à une roue de hamster. Sauter à travers des cerceaux, courir contre la montre, risquer un refus de paiement, vivre dans la peur de violer une règle. C'est ça. L'analyse suggère que l'un des chemins construit de la compétence et l'autre du stress et une dépendance au cycle des challenges. De l'autre, avec une propre firme, on apprend à sauter à travers des cerceaux enflammés au-dessus d'une piscine. C'est spectaculaire, mais ça ne prépare pas au monde réel. J'aime bien l'image. Et surtout, la différence fondamentale, c'est la gestion de l'erreur. Chez un courtier, une erreur se traduit par une perte. C'est une leçon. Chez une propre firme, une erreur se traduit par une disqualification, une exclusion du jeu. L'un encourage l'apprentissage, l'autre le punit. Exactement. En résumé, si on se base sur cette analyse, le choix se situe entre une campagne marketing redoutablement efficace et la réalité plus austère mais plus solide du trading professionnel. Bien dit. D'un côté, la promesse d'un gain rapide avec le capital d'un autre, de l'autre, la construction patiente de son propre succès. Les avantages d'un courtier réglementé de qualité, ce serait donc la liberté, la stabilité, la pleine possession de ses profits. Et les conditions de marché réelles. C'est la seule chose qui permet de vraiment progresser. C'est limpide. Tout à fait. Et pour conclure, je voudrais soumettre une pensée finale, directement inspirée de notre discussion. On vous écoute? La question qu'il faut se poser est finalement assez simple. Si le modèle économique d'une entreprise est structurellement basé sur la très forte probabilité de l'échec de ses clients, peut-on raisonnablement espérer y bâtir son propre succès durable ?